Voilà. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Gérald Bronner, dont j'ai fait connaissance à travers son dernier livre, La démocratie des crédules. J'avoue que ce livre m'a passionné, m'a enthousiasmé, et je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver un moyen de le faire venir ici dans cette série de conférences. Et tout simplement parce qu'il m'a interpellé, parce que le sujet dont il va parler ce soir, je trouve qu'il est au croisement de beaucoup de nos soucis, de nos préoccupations, de nos interrogations. Et c'est arrivé très souvent que j'ai personnellement eu affaire aussi dans le cadre de l'astronomie. Des questions m'ont été posées sur l'astrologie, sur les fausses images, sur les fausses informations, à propos de résultats scientifiques, par exemple, qui passent trop vite, qui sont tout de suite mis en exergue très très rapidement dans les laboratoires, et que dont le public a connaissance, et qu'il faut parfois patiemment démonter pour rétablir la vérité ou remettre les choses en place. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai invité Gérald Bronner. Je suis très heureux qu'il ait accepté. Il est professeur en sociologie à l'Université Paris Diderot. Donc c'est un sociologue. Nous sommes pas, voilà, ça nous change d'avoir un sociologue plutôt qu'un astronome. Et vous savez que ça fait partie de notre programmation que de faire venir d'autres personnes, d'autres champs, pour croiser justement les expériences et les regards. Il a écrit plusieurs livres sur les croyances, spécialiste donc du problème des croyances. Donc ce qui est au cœur, son travail s'assoit sur ces points-là. Croyance et cognition sociale. Et il est en ce moment donc, dans cette université directeur adjoint du LID, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Voilà, donc ma présentation est volontairement brève parce qu'on voudrait que vous entendre avant tout parler de la démocratie des crédules. Merci. Merci à vous, merci de votre invitation. Désolé de vous avoir fait un peu peur, je m'étais trompé de chemin, du coup j'ai enlevé mon pull, vous voyez. Mais je suppose que je vais me refroidir. C'est donc un plaisir de venir à votre rencontre, toujours un plaisir de rencontrer des collègues de disciplines différentes. Cependant, je dois vous dire qu'il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était un plaisir exceptionnel et rare d'avoir cette occasion de rencontrer des collègues de disciplines différentes. Mais je ne pourrais plus dire ça aujourd'hui, car en fait, la moitié au moins des interpellations que j'ai pour faire des conférences viennent précisément de sciences assez éloignées de la mienne, et notamment de physiciens, de médecins, par exemple, de chimistes, etc. etc. Et pourquoi est-ce que ces disciplines ont tendance à m'interpeller pour faire des conférences ? Eh bien, parce que ces collègues, vous en faites partie, ont été frappés, et en particulier dans les dernières années, je dirais, dans la dernière décennie, frappé par le fait d'être confronté avec force à un certain nombre, disons, de défiance, de méfiance par rapport à un certain nombre de propositions scientifiques dans l'espace public. Et je dois dire que cette situation les a un peu sidérés, en quelque sorte. Ils n'avaient pas vu le coup venir. Et donc il y a une forme de demande d'explication sociologique ou d'interprétation de la part de ses collègues. Donc j'ai eu souvent le bonheur et l'habitude ces derniers mois et ces dernières années d'aller à la rencontre de mes collègues physiciens et médecins, je l'ai dit, ou chimistes. Et je dois dire que par ailleurs, les physiciens en particulier, ou même les biologistes, je les fréquente tous les jours, parce que comme vous l'avez rappelé, je suis directeur adjoint d'un laboratoire qui s'appelle le LID, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Et donc, comme son acronyme l'indique, il est interdisciplinaire, et je partage mon bureau avec un physicien et un géographe. Vous voyez, c'est la règle que nous sommes fixés. Nous déjeunons ensemble, et bon, je ne sais pas si de tout cela va sortir quelque chose, mais on espère que oui, c'est un pari. Et donc, voilà, le dialogue interdisciplinaire me plaît beaucoup. Il n'en reste pas moins que je suis sociologue, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, mon objet principal d'interrogation, c'est la question des croyances. Comme je m'intéresse à la question de l'énergie, évidemment, ce sont des questions de perception du risque, d'acceptabilité autour de la production, de la diffusion, du stockage de l'énergie. Et ce sont des sujets qui rencontrent beaucoup de problèmes, sont d'une grande actualité dans l'espace public.
Mais bien avant ces questions, donc c'est vrai, vous demandiez tout à l'heure, j'ai commencé il y a plus de 20 ans de cela une thèse sur la question de l'incertitude. Et donc c'est vous dire si j'étais en quelque sorte destiné à me poser les questions que nous nous posons tous dans la société d'aujourd'hui, même si mon intérêt n'était pas celui-là à l'époque, c'était juste d'importer des modèles économétriques vers les sciences sociales pour voir si c'était possible. Et c'est vrai qu'au départ, je dois dire que j'avais choisi un objet de recherche, les croyances collectives, où j'avais le sentiment que j'avais trouvé une sorte de niche où on ne viendrait pas trop m'embêter, puisque ce qui m'intéressait, par exemple, c'était de savoir comment se fait-il et comment ça se passe exactement. Est-ce qu'on peut trouver des modèles de description de l'abandon des croyances, par exemple de l'abandon de la croyance au Père Noël. Vous savez que nous avons tous cru, ou presque tous cru ça un jour, et que j'espère ne briser aucun secret ce soir, et que nous avons tous aussi abandonné cette croyance. Il s'agit d'un cas typique où on peut essayer de voir comment les choses se passent concrètement. Est-ce que les enfants, parce que ça touche un public très particulier, des enfants disons de 3 à 7 ans, en moyenne on abandonne cette croyance à 7 ans, est-ce que les enfants sont irrationnels? Est-ce qu'ils croient avec des sortes de raisons? Est-ce qu'ils abandonnent cette croyance avec des sortes de raisons? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était le genre de sujet qui m'intéressait. Donc autant dire que mes collègues ne s'intéressaient pas du tout à ce que je faisais. Et je n'avais que quelques lecteurs, disons, localisés dans ma famille en général. Et donc j'ai été, en fait, en quelque sorte, rien ne me destinait à, comme ça, m'intéresser à des objets d'une brûlante actualité, puisqu'on aurait pu croire que les croyances, avec les progrès de la connaissance, avec l'accessibilité de l'information, allaient disparaître finalement à l'horizon et que l'empire des croyances allait rétrécir. Évidemment, un coup d'œil même superficiel sur notre société contemporaine et l'actualité récente, semaine après semaine, l'avion qui a disparu, etc. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, puisque désormais, dès lors que quelque chose de bizarre se passe et qu'il y a une pluralité d'interprétations dans l'espace public, les journalistes m'appellent pour savoir ce que j'en pense. Donc je ne peux pas ne pas être au courant, si vous voulez, de la dérive collective de notre société, de l'imagination extrêmement fertile de nos contemporains. Bon. Donc, alors que je croyais être sur une niche en quelque sorte un peu tranquille, j'ai été finalement rattrapé presque à mon corps défendant par une brûlante actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, dans le premier temps de ma carrière, je m'intéressais surtout en quelque sorte aux invariants de la croyance. Qu'est-ce qui fait que nous continuons à croire alors qu'en effet il y a un progrès de la connaissance? Je considère qu'il y a un progrès de la connaissance. Comme vous vous en apercevrez, je ne suis pas du tout relativiste, par exemple. C'est plutôt même une philosophie que j'ai tendance à combattre dans l'espace des sciences sociales. Donc si on admet qu'il y a un progrès de la connaissance, bien, comment se fait-il qu'en même temps, il n'y ait pas une décroissance de la croyance? On aurait pu imaginer que les choses se passeraient décrites comme par une métaphore des vases communicants. Ce que la connaissance gagnerait, la croyance le perdrait et réciproquement. Les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et elle ne se passe pas du tout comme ça, encore plus, je dirais, ces 10 ou 15 dernières années. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir à grands traits. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le titre de mon livre et le titre de la conférence qu'on m'a demandé de faire ce soir est « La démocratie des crédules ». Mais pour comprendre ce qui se passe dans l'espace contemporain, il faut revenir un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire avant, il n'y a pas très longtemps, bien que ça puisse sembler la préhistoire, avant ce que je vais appeler la révolution sur le marché cognitif, sur le marché des idées, si vous préférez. Il y a eu une révolution dont, je ne vous cache pas, je ne vous apprendrai rien ce soir, qu'on peut dater assez précisément avec le surgissement d'Internet et disons, l'accès par l'immense majorité de nos concitoyens à cet outil qui est un outil formidable par ailleurs. Alors comment ça se passait avant? Bien avant, comment se diffusaient les croyances? Ça, c'est une question assez fascinante. Alors, des collègues se la sont posés bien avant le surgissement d'Internet, mais il n'y a pas si longtemps, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à mener des études un peu consistantes sur la diffusion des rumeurs, par exemple. Comment se diffuse une rumeur? C'est un objet qui est assez difficile, parce que vous travaillez sur des objets en quelque sorte observables la plupart du temps, ou quand on ne peut pas les observer à l'œil nu, on se dote technologiquement d'objets pour les observer. Seulement nous, voyez-vous, par exemple la rumeur, si je veux travailler sur une rumeur et sur son processus de constitution, bien pour m'intéresser à une rumeur, il faut que j'en ai entendu parler. Et si j'en ai entendu parler, c'est que son processus de constitution est déjà achevé. Il y a donc un terrible problème méthodologique à vouloir travailler, par exemple, sur le surgissement d'une croyance ou sur l'origine d'une croyance, surtout à une époque où cette croyance, elle n'a pas encore de traçabilité.
comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut remonter facilement, grâce à cet outil technologique qui est Internet, à certaines sources de diffusion de croyances. Mais à l'époque où Allport et Postman, par exemple, deux psychologues américains, ont commencé à travailler sur cette question, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'est bien aperçu pendant les guerres, et en particulier les Américains, et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, que la rumeur était une arme de guerre qui était terrible. Il y avait une guerre, bien entendu, matérielle, mais aussi une guerre, en quelque sorte, de l'information. Eh bien, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de mettre un peu d'argent pour essayer de savoir comment ça se passait. Alors seulement, comment faire? Voilà. L'idée qu'ont eue ses collègues, Allport et Postman, elle est à peine astucieuse. Ils se sont dit, puisqu'une fois qu'on a entendu une rumeur, on ne sait pas comment elle s'est constituée, la seule façon de faire, c'est en quelque sorte de simuler la rumeur en laboratoire pour voir comment ça peut se procéder. Bon, mais on ne peut pas forcer les gens tout à coup à croire. C'est le problème du désir et de la croyance. Si je vous dis, par exemple, je vous donne 1 milliard de dollars, si vous arrivez à croire que votre pantalon brûle, bien, malgré la somme colossale que je vous propose, vous n'y parviendrez pas. Vous ne pouvez pas plier, dans certaines circonstances, votre croire à votre désir. Alors, comment faire pour simuler ça? Ils ont simplement organisé un jeu que nous connaissons tous. C'est-à-dire qu'ils ont montré, par exemple, des images un peu complexes, un peu touffues, à une première personne, vous, monsieur, et puis on demandait à cette première personne de la décrire à monsieur, qu'elle allait la décrire à madame, qu'elle allait la décrire à monsieur, etc., etc. Seule la première personne avait vu l'image, de sorte qu'on s'attendait à une déformation progressive du message. Et en effet, c'est ce que Allport et Postman ont observé, une déformation progressive du message. Généralement, au bout de 6 ou 7 intermédiaires, la narration était très différente de l'image initiale. Alors, pour en prendre un exemple, cette déformation que j'évoque, elle ne se produit pas de façon totalement aléatoire. Alors, par exemple, on voit ici, ça c'est une de leurs expériences, vous voyez, pas mal de personnages, sans doute que ça pourrait être une rame de métro, voyez-vous, une rame de métro coupée en deux, donc on verrait de l'intérieur, il y a une dame qui tient un bébé, etc., différents personnages, mais au premier plan, on voit deux personnages dont l'un est noir et l'autre est blanc, ils ont l'air de discuter, et le blanc, voyez-vous, tient dans sa main un objet, dans sa main gauche, qui pourrait être un rasoir à main, mais on ne sait pas très bien. Bon, vous voyez, il y a donc une ambiguïté comme ça descriptive. Et on s'est aperçu qu'au bout de 6 ou 7 intermédiaires, donc, et dans un assez grand nombre de cas, on est dans les États-Unis des années 50, eh bien, ce n'était plus le blanc qui tenait le rasoir, mais le noir et qui menaçait le blanc. Donc, vous voyez comment, dans l'interlocution, et avec l'ambiguïté de l'information, qui était évidemment créée artificiellement par ce protocole, eh bien, la communication humaine tendait vers des sortes de stéréotypes. Et ça, c'était une des caractéristiques précisément de ces objets cognitifs qu'on va appeler les croyances, parce que leur principal média à ces objets cognitifs, c'était de se diffuser dans l'espace social, et depuis que l'homme est homme, par le bouche à oreille, ou depuis qu'il a le langage en tout cas. Et alors ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas tellement, si vous voulez, pratiquer la censure sur le bouche à oreille, on ne peut pas contrôler socialement ce que les gens se disent dans les cafés, dans les couloirs, discrètement, etc. Donc c'était des informations qui diffusaient plus ou moins dans l'espace social, seulement voilà, elles se diffusaient très lentement, généralement, et elles se diffusaient donc lentement et elles se déformaient selon des procédures en quelque sorte stéréotypées. Et puis elles avaient un autre inconvénient, c'est que comme elles se diffusaient par le bouche à oreille, et nos capacités de mémorisation, notamment à court terme, vous le savez, sont assez faibles, à peu près 7 items à court terme peuvent être mémorisés par un cerveau ordinaire, et ce qui veut dire que ces produits cognitifs qui se diffusaient par le bouche à oreille étaient relativement faiblement argumentés. Parce que nous ne pouvons pas mémoriser beaucoup d'arguments, par exemple, au soutien d'une idée ou d'une autre. Ce qui veut dire que leur performance sur le marché des idées en était, de ce fait, affaiblie. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, vous avez forcément peut-être entendu parler, je dis forcément, je dirais plutôt peut-être entendu parler de cette rumeur concernant la marque de cigarettes Marlboro. C'était une époque où il y avait beaucoup plus de fumeurs. Et on disait, c'était dans les années 80 notamment, que la marque de cigarette Marlboro était à coquiner en quelque sorte avec le Ku Klux Klan. Vous vous rappelez vaguement de cette histoire? Et pourquoi est-ce qu'on disait ça? C'était quoi la preuve ultime de cela? C'était que sur le paquet de cigarettes, il y avait 3 K rouges, le logo de Marlboro. Vous reconnaîtrez que c'est un argument plutôt faible si on y réfléchit.
Alors cette histoire se diffusait dans les cours d'école, ou peut-être dans les entreprises, ou que sais-je, peut-être même dans les couloirs de la fac, mais elle se diffusait sans être prise tout à fait au sérieux. On la racontait, on pouvait la croire peut-être à demi ou pas du tout, mais en tout cas, personne n'aurait songé à l'époque à monter une association ou une ONG, par exemple, pour faire reculer le Ku Klux Klan de la marque Marlboro. Donc vous voyez, un argument, et un argument assez faible, visuel, mais assez facilement mémorable, parce que précisément, il est visuel. Il en va de ces rumeurs, de ces croyances, de ces légendes urbaines, comme des histoires drôles. Vous avez remarqué que les histoires drôles sont relativement courtes, et non seulement elles sont courtes, mais généralement elles sont aussi adossées à toute une série de stéréotypes sociaux. Les blondes, les fous, telle catégorie ethnique, etc., etc. Ça fonctionne pas tellement différemment, tout simplement parce que sur ce marché, il y avait une sorte de sélection darwinienne, disons le nom, des objets cognitifs, et que la capacité à mémoriser cet objet, c'est un des critères de survie sur cet espace des idées, au moment où nous sommes encore avant donc, cette révolution cognitive. Et cette révolution sur le marché cognitif. Alors cette révolution sur le marché cognitif, c'est tout simplement l'apparition d'Internet. Il y a plusieurs grandes révolutions sur le marché cognitif. L'invention de l'écriture, par exemple, permet de donner une scripturalité aux idées et donc leur donne une certaine durée de vie. L'invention de l'imprimerie, évidemment, permet de dupliquer à moindre coût la diffusion de ces idées, etc., etc. Et Internet constitue à ce titre, je pense incontestablement une forme de révolution, mais une révolution qui tient finalement à deux choses, mais qui sont essentielles. Alors, cette révolution, en tout cas, elle est en quelque sorte statistiquement identifiable, par exemple par le nombre d'internautes dans le monde. Elle tient à deux choses. Elle tient au fait qu'il y a une massification extraordinaire de la diffusion de l'information et de la disponibilité de l'information. Certains chercheurs disent qu'on a produit plus d'informations au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, qu'en 2005, il y avait 150 exabits de données disponibles sur la Terre, ce qui était déjà titanesque. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas à quoi ça correspond 150 exabits de données, mais bon, je veux bien croire que c'est titanesque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, donc en 2010, 5 ans plus tard, il y en avait 8 fois plus. Donc il y a une progression gigantesque de cette disponibilité de l'information. Ça, c'est un premier critère qui ne peut pas ne pas impacter de plein fouet la façon dont l'espace public, qui est aussi un espace de représentation partagée, va se structurer. Le deuxième point, qui est non moins essentiel, c'est que non seulement cette information est disponible, mais n'importe qui aussi peut accéder à présent à ce marché public de l'information. N'importe qui peut s'exprimer sur ce marché, alors qu'avant l'apparition d'Internet, les fourches codines, en quelque sorte, pour accéder à ce marché public, elles étaient relativement étroites et sélectives. Il fallait, par exemple, être un journaliste, un universitaire, comme vous et moi, pour accéder un peu de temps en temps au marché public, donner son point de vue sur quelque chose. Ou n'importe quel individu légitime ou considéré comme légitime, un politique, par exemple, pour prendre la parole, un expert, que sais-je. Ça peut être aussi un chanteur ou un acteur. Mais en tout cas, le public qui pouvait avoir accès à l'offre cognitive sur ce marché était relativement restreint. Aujourd'hui, nous assistons en fait à une dérégulation totale du marché de l'information. C'est ça Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui faire une proposition sur ce marché, s'exprimer sur ce marché. C'est bien entendu vrai si on parle des blogs, mais même très en deçà des blogs, si vous ne maîtrisez pas bien la langue, vous pouvez sur les réseaux sociaux au minimum vous exprimer par exemple en écrivant « je like ». Ça, c'est l'expression minimum, ou en transmettant un lien vers un site ou une vidéo, etc. C'est une façon minimum de s'exprimer. Et alors, ces deux simples petites briques, vous allez voir, ont des conséquences qui me paraissent tout à fait remarquables pour le sociologue des croyances que je suis. Alors, cette disponibilité de l'information, elle a beaucoup d'intérêt pour les croyances, c'est qu'elle permet, puisque notre esprit est un peu plastique et que finalement on essaye de trouver souvent des propositions intellectuelles à des situations qui sont énigmatiques, elle nous permet de trouver des informations qui vont pouvoir s'agencer pour nous raconter des histoires, et en bien plus grand nombre.
Prenez par exemple ce qui s'est passé avec ce vol, justement, que j'évoquais, l'avion qui a disparu décollant de la Malaisie. Eh bien, si vous avez observé un tout petit peu cette affaire, vous aurez été frappé par plein de choses. Premièrement, le fait que c'est devenu un jeu de devinettes qui a été mondialisé, un peu lugubre d'ailleurs, mais avec des dizaines d'hypothèses possibles, des dizaines, en passant des plus réalistes, le crash bien entendu, pourquoi pas un attentat terroriste, le suicide de celui qui conduisait l'avion, aux hypothèses les plus loufoques, enlèvement extraterrestre, intervention des elfes, etc. Mais on pourrait rire, mais ces hypothèses ont été défendues à la télévision. Et en particulier pour la question de l'enlèvement extraterrestre sur CNN, par exemple. Et à peine de façon ironique. Bon, ça, c'est pas très grave, vous allez me dire. Mais ce qui est assez interpellant, c'est de savoir pourquoi l'hypothèse la plus probable, c'est-à-dire celle du crash, a été celle aussi qui a eu le moins de visibilité, en quelque sorte, qui a occupé le moins de temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. C'est une question qui est un peu préoccupante, d'une certaine façon. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a remarqué un certain nombre de détails. Par exemple, on a dit qu'il y avait 2 personnes qui sont rentrées dans cet avion et qui n'avaient pas de passeport, de vrai passeport. Ils étaient munis de faux passeports. Et vous comprenez bien que cela constitue une sorte d'anomalie. Et à partir de cette anomalie, on en infère par exemple la piste terroriste, on en infère que le gouvernement malaisien était dans le coup, et que, etc., etc., et toutes sortes d'hypothèses géopolitiques. On a même dit par exemple que 4 personnes ne s'étaient pas présentées pour prendre l'avion. Enfin, il faut n'avoir jamais pris un avion pour ne pas constater qu'il y a toujours des gens qui ne se présentent pas. En quoi est-ce que cela constitue un élément, une anomalie qui est susceptible de provoquer un commentaire? Eh bien, justement, ce qui se produit dans cette massification de l'information, pourvu qu'on ait un peu d'intérêt pour cela, bien entendu, qu'on ait un peu d'imagination et un peu de temps à consacrer, c'est fondamental, nous pouvons facilement raconter une histoire extrêmement épaisse, extrêmement argumentée, mais dont les conclusions vont être parfaitement loufoques. Pour vous donner un seul exemple de cela, eh bien nous avons aujourd'hui, et presque tous dans la salle je pense, un moyen d'enregistrer le réel, une partie du réel, et de proposer cet enregistrement dans l'espace public. Si j'avais posé cette question il y a 10 ou 15 ans, je pense que peu de personnes auraient levé la main. J'aurais dit, est-ce que vous avez un appareil photo ou une caméra, quelque chose pour enregistrer le réel? Voilà. Bien peu de gens. Mais aujourd'hui, si je pose cette question, je pense que presque tous, vous êtes en capacité de le faire. Je ne parle pas des appareils qui sont là, entendez, mais vous avez probablement tous un smartphone ou quelque chose comme ça. Alors, pour illustrer cette idée, voilà, en quelques années, en 2005, en haut, c'est la place Saint-Pierre, vous voyez, et en 2013, c'est le même endroit. Et les petites lumières que vous voyez, ce n'est pas du tout des bougies, ce n'est pas un concert de rock. Ce sont évidemment des écrans lumineux de smartphone. Et cela montre, indépendamment du caractère anecdotique, si vous voulez, cette massification de la possibilité d'enregistrer le réel et donc de lui faire dire aussi tout ce qu'on veut, évidemment. Car, par exemple, les théories conspirationnistes, celles qui doutent des théories officielles que propose l'histoire à propos des grands événements, vont toujours se fonder sur des anomalies qu'elles vont trouver dans le réel. Or, plus vous allez multiplier la possibilité de trouver ces anomalies, plus vous allez ouvrir les portes de toute forme de narration paranoïde, qui n'ont pas toujours tort d'ailleurs, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, sur la masse, évidemment, la probabilité de chance que certaines aboutissent à des conclusions loufoques, elle est assez importante. Alors, cette massification de la disponibilité de l'information, elle a une autre conséquence assez douloureuse, et bien que classique pour l'esprit humain, c'est l'amplification de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? C'est tout simplement la tendance que nous avons tous, moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, à essayer de chercher là aussi des sortes de niches cognitives, c'est-à-dire des situations où on est en quelque sorte, on se sent dans un certain confort mental. Et ça a toujours existé, ça n'a pas attendu Internet. Par exemple, je suppose, j'espère pour la diversité du groupe que vous constituez, qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche dans cette salle. Et je peux aussi, sans trop me tromper sans doute, me dire que les gens de gauche ont l'habitude de lire une certaine presse et les gens de droite une certaine autre. Et que lisant une presse qui ayant une sensibilité ou une autre, ils cherchent une forme de confort mental. On pourrait dire qu'à la limite, en toute intelligence, ce serait beaucoup plus intéressant d'essayer d'éprouver ses propres croyances politiques en lisant une presse qui n'adopte pas notre sensibilité. Et nous sommes tous comme ça.
C'est humain en quelque sorte. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas si irrationnel que ça, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du biais de confirmation que Bacon avait déjà décrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce biais est amplifié à partir du moment où vous avez beaucoup d'informations disponibles. En d'autres termes, plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité de chance de trouver au moins une information qui conforte mes croyances préalables est grande. Le rapport est presque mécanique. Et beaucoup d'études ont aussi montré que Internet amplifiait notre capacité à aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables, à nous enfermer en quelque sorte dans des niches cognitives. Je vais filer la métaphore en disant que dans cet océan d'informations, nous avons tendance à constituer une situation d'insularité. On cherche des îles mentales où on est relativement confortable. Si vous voulez avoir une description moins éthérée de cette situation, ceux qui sont sur Internet, sur Facebook, je veux dire, ou sur des réseaux sociaux, Facebook c'est un bon exemple, vous aurez remarqué que typiquement sur Facebook, vous avez beau être très très bien intentionné, il y a toutes sortes, là il y a les gens qui mettent des chats, etc. Puis vient le moment des polémiques. Vous mettez un post qui ne plaît pas, il y a une controverse, il y a une discussion, etc. Et très vite, les conversations s'enflamment, beaucoup plus qu'ailleurs. Là aussi, c'est relativement bien documenté, notamment sur les forums, les blogs, etc. Il y a un taux d'insulte qui est très supérieur à celui qu'on trouve dans l'espace social. Et qu'est-ce que vous allez faire, à juste titre? Si vous avez un casse-pied qui vient raconter n'importe quoi sur votre page, etc., vous le virez de votre liste d'amis. Et il va faire la même chose pour vous. De sorte que peu à peu, vous allez constituer dans votre réseau d'amis un certain nombre d'individus qui pensent comme vous. Ce n'est pas irrationnel, parce que vous pensez qu'ils pensent bien, et que vous n'avez pas envie de perdre de temps avec des gens qui pensent de travers. Et le problème, c'est que si tout le monde raisonne comme ça, vous voyez bien qu'on aboutit très, très précisément à cette situation d'insularité que je décris. Il y a un autre problème beaucoup plus massif. C'est relatif au deuxième élément que je mentionnais tout à l'heure, le fait que n'importe qui, aujourd'hui, puisse avoir accès au marché public de l'information. Auparavant, il existait ce qu'on appelait des gatekeepers. Les gatekeepers, c'est tout simplement les gens qui gardent donc le seuil de l'espace public. Les gatekeepers, en théorie de la communication, c'est basiquement les journalistes, ceux que j'évoquais tout à l'heure, les universitaires, les politiques, ceux qui ont accès à ce marché public. Les gatekeepers, généralement, s'entendaient de façon plus ou moins implicite, quelquefois de façon explicite, quand ils ont des codes aux États-Unis, il y a certains codes de déontologie explicites, notamment dans le journalisme scientifique, mais la plupart du temps, ces codes étaient implicites pour ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi dans l'espace public. On ne publie pas tout et n'importe quoi. Bon, vous trouverez des dizaines de contre-exemples dans l'histoire du journalisme, bien entendu, mais grosso modo, il y avait tout de même des sortes de digues plus ou moins étanches, justement par rapport à ces produits que j'évoquais tout à l'heure, qui se diffusaient, eux, sur le marché noir de l'information, qui se diffusaient par le bouche à oreille. Le fait que chacun puisse aujourd'hui accéder à ce marché de l'information constitue une révolution dont certains ont dit qu'elle était démocratique. Il y a même des livres qui s'intitulent « La démocratie Internet ». Et c'est démocratique, en effet, si par là on veut entendre le fait que chacun puisse avoir accès à ce marché public de l'information. Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ce droit devrait-il être réservé à une forme d'aristocratie, etc. Ça peut se discuter. Mais en tout cas, ça n'est certainement pas démocratique si par là on entend que les avis qui s'expriment sur Internet sont représentatifs de l'opinion publique en général. Et voilà tout le drame. Les avis qui s'expriment sur Internet ne sont pas représentatifs de l'opinion publique. Ce qui se joue sur ce marché, qui est un marché, je le redis, dérégulé de l'information, c'est en quelque sorte, comme dans tout espace social totalement dérégulé, la loi du plus fort qui s'impose. Mais ici, ce n'est pas de la force physique dont on parle. Cette loi du plus fort, ou plutôt la force sur Internet, elle relève surtout de la motivation des offreurs. Qui vont être les plus motivés ? Qui vont être ceux qui vont avoir le plus de temps à consacrer, à occuper une part de l'espace public de l'information? Eh bien, j'ai le regret de vous le dire, ça n'est pas vous, en toute probabilité dans la salle. Ceux qui sont le plus motivés à intervenir sur cet espace, ce sont ceux que je vais appeler les croyants et les militants. Tout simplement parce que leur croyance et leur militance fait partie de leur identité sociale. Prenez par exemple un conspirationniste du 11 septembre, quelqu'un qui croit que les attentats du 11 septembre ont été fomentés par la CIA et non pas par Al-Qaïda.
D'accord ? Bon, je ne vais même pas trancher la question de savoir si c'est vrai ou faux, mais si vous ne croyez pas en cette théorie conspirationniste, si vous croyez en la théorie officielle, ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous définir comme quelqu'un qui ne croit pas en cette théorie. Vous n'y pensez jamais, tout simplement. Tandis que la personne qui croit en la théorie conspirationniste du 11 septembre, elle va y penser. Elle va y penser beaucoup et ça fera partie de son identité. Et elle va d'ailleurs être extrêmement militante sur le réseau, ce qui explique que le marché de l'information sur Internet va se structurer d'une certaine façon. Alors, pour le tester, je me suis simplement demandé, parce que dans le fond, vous pourriez me dire, peu importe que les croyants soient très présents sur les forums, etc. Moi, ce n'est pas ce qui va me faire changer d'avis. Ce n'est pas parce que vous allez discuter, je l'espère, avec un astrologue que vous allez tout à coup être perturbé par ses arguments. Oui, d'accord. Il y a d'un côté ceux qui croient beaucoup, et qui sont faiblement impactés par la structuration de ce marché. Il y a ceux qui ne croient pas du tout et qui sont faiblement impactés par la structuration de ce marché. Et puis, il y a toute une frange de nos concitoyens dont on peut dire qu'ils sont indécis. Ils ne savent pas. Pas sur tous les sujets, mais en tout cas sur certains sujets. Et que ces indécis utilisent Google, par exemple, pour essayer d'en savoir plus, ne me paraît pas une hypothèse déraisonnable. D'ailleurs, tous les jours, enfin moi en tout cas presque tous les jours, j'utilise Google pour avoir une information sur un sujet que je ne maîtrise pas, ou par exemple, où se situe donc l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors là, évidemment, les croyants, si vous voulez, ne se battent pas pour qu'il y ait 50 possibilités pour me perdre. C'est un espace public d'information qu'ils abandonnent totalement. Mais il y a d'autres espaces qui les intéressent beaucoup plus. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe si on utilise le moteur de recherche Google en utilisant des mots-clés très simples, ce que font les internautes, et en n'allant pas au-delà des 30 premiers sites, c'est-à-dire des 3 premières pages, ce que font aussi 99% des internautes, si on se fie aux enquêtes qui ont été faites sur la façon dont on utilise Google. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je trouve ? Et quel est l'impact que cela peut avoir si je suis en quelque sorte indécis ? Alors voilà ce qu'on trouve. J'ai pris 4 sujets un peu loufoques, mais c'est malheureusement tout aussi vrai pour des sujets un peu plus préoccupants et qui touchent par exemple la représentation du risque de certaines technologies. Vous voyez, j'ai pris l'astrologie en pensant à vous. Monstre du Loch Ness, vous avez tous entendu parler du monstre du Loch Ness. Les crop circles, vous savez ce que c'est ? Ce sont les grands cercles dans les champs de blé en particulier, dont certains disent qu'il pourrait s'agir de pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Il y a plusieurs hypothèses, je ne vous cache pas en concurrence sur le marché cognitif, mais ça c'est une de ces hypothèses. Et la psychokinèse, ce seraient les pouvoirs que l'esprit serait censé avoir sur la matière, n'est-ce pas ? Bon. Ces 4 hypothèses sont considérées comme franchement douteuses, on va dire, par la science orthodoxe, quand toutefois elle s'intéresse à ces sujets, ce qui est pratiquement jamais. On la comprend, elle n'a pas que ça à faire, mais enfin, certains collègues se sont quand même penchés et ont proposé des arguments dans l'espace public. Alors, si on prend les 30 premiers sites, eh bien, on s'aperçoit qu'ils défendent alors je les ai classés comme suit. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient de se produire. Ouais, c'est bon. Si on prend les 30 premiers sites et qu'on s'interroge simplement, on regarde les argumentaires, les vidéos qui sont proposées par les sites, il y a toutes sortes de sites, et on essaie de les classer. Sites favorables à la croyance, ça veut dire qu'ils défendent une argumentation claire en faveur de la croyance. Sites défavorables à la croyance, et puis on met les neutres et le non pertinent à part. Les neutres, c'est ceux que souvent Wikipédia défend, pas sur tous les thèmes, mais défend des positions équilibrées. Mais l'équilibre, quand c'est du n'importe quoi et du vrai, c'est quand même déjà problématique. Mais enfin, ils font beaucoup de progrès. Wikipédia, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains animateurs de Wikipédia en France. Ils ont bien compris un certain nombre de choses. Et alors, non pertinent, c'est par exemple, je sais pas moi, le monstre du Loch Ness. Il y avait un site qui vendait des lampes en forme de monstre du Loch Ness. Je considère qu'il ne s'agit pas là d'un argument en faveur ou en défaveur de la croyance. Bon. Il n'y a même pas besoin de se poser la question de savoir si un jour on va découvrir, oui ou non, un dinosaure à nageoire dans un lac écossais. Je n'ai même pas besoin de me poser cette question, mais je considère en tout cas que cette petite étude montre très clairement, alors c'est affreux pour l'astrologie, c'est un peu moins fort pour les autres, mais en tout cas en moyenne, si on ne prend que les sites qui défendent une croyance et ceux qui la combattent très nettement, on s'aperçoit que 70% et plus des sites proposent une argumentation en faveur de la croyance. Dans ces conditions,
comment ne pas supposer qu'un individu indécis, flexible en quelque sorte intellectuellement, ne va pas être impacté par statistiquement, bien entendu, par cette structuration du marché de l'information. Si on reprend la métaphore du marché, si vous me le permettez, quand je vais dans un supermarché, si j'ai une marque préférée, la façon dont les rayonnages sont achalandés n'a pas beaucoup d'impact sur moi. Je veux ma marque, je vais la chercher, même si elle est tout en bas. En revanche, si je n'ai pas de marque préférée, c'est-à-dire c'est le cas de l'indécis, si je ne sais pas, je veux avoir une réponse à une question, mais je n'ai pas vraiment de position, il est évident que la façon dont le marché de l'information, dont l'offre est structurée, peut avoir un impact sur la façon dont je me représente les choses. Et là, je vous ai mis, pour qu'on ne se fâche pas, des croyants sous le phoque, mais si vous regardez, par exemple, la question des ondes, le danger des ondes basse fréquence pour la santé, les vaccins, les OGM, etc., etc., toute une série, nanotechnologie, c'est un peu moins vrai, mais toute une série de propositions technologiques et ou scientifiques dans l'espace public, vous verrez comment le marché... Et si vous ajoutez en plus danger, parce que c'est probablement ce que ferait quelqu'un qui craindrait par exemple les ondes, il mettrait onde danger, alors vous verrez que ces chiffres sont absolument écrasants. C'est-à-dire que ces croyances s'expriment dans un silence en quelque sorte assourdissant des rationalistes. Il y en a quelques-uns qui résistent. Et donc, vous voyez bien, ceci s'explique tout simplement par la motivation beaucoup plus importante des croyants. J'ai essayé de le mesurer, y compris sur les forums, dans les débats, par exemple. Quand un croyant s'oppose à quelqu'un qui ne croit pas sur un forum de débat, eh bien, ça va vous surprendre, mais le croyant a en moyenne 4 fois plus d'arguments que le non-croyant. Qu'est-ce que dit le non-croyant ? Il utilise l'ironie. Il utilise ce qu'on appelle des smileys, vous savez, des émoticônes, là. Il dit « tu es fou », etc. Mais en fait, il n'est pas motivé pour aller chercher vraiment des contre-argumentations. Et le croyant, lui, je vous le redis, est motivé pour le faire. Et donc, il a des arguments. Ne croyez surtout pas que ce dont on est en train de parler, c'est des gens qui sont bêtes, idiots, qui n'ont pas d'arguments. Pas du tout. C'est d'ailleurs pas leur profil statistique. Pour un certain nombre de croyants, généralement, ils ont un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale. On n'est pas en train de parler de croyances qui se diffusent par manque d'éducation ou des choses de ce genre. Sans doute par manque de culture scientifique, on est bien d'accord. Mais certainement pas par manque de niveau d'éducation générale. Donc en fait, rabattre ces croyances à l'irrationalité, à la bêtise, etc., ça fait du bien sur le coup, mais ça ne nous aide pas du tout à comprendre le phénomène. Un autre élément très important, c'est celui, je le disais, de la rapidité de la diffusion des croyances. Je vous ai dit que les croyances par le bouche à oreille se diffusaient lentement. Là, Internet, évidemment, inverse totalement le phénomène. Alors, un élément parmi beaucoup d'autres, vous voyez, là, on a ça grâce à un logiciel qui s'appelle Google Tendance, Google Trends, que vous utilisez peut-être de temps en temps. Ça nous permet de savoir le nombre de recherches grâce à Google qui ont été faites avec tel ou tel terme. Donc là, vous voyez, là, c'était pendant le tremblement de terre d'Haïti, c'est la courbe en noir. Donc vous voyez que les gens, en mois de janvier, il y a une grosse recherche, tremblement de terre d'Haïti, et puis grosso modo, en février, ils n'en ont plus rien à faire. Donc c'est un effet de saturation. Pareil, on est tous comme ça nous préoccupe quelques temps, quelques jours, puis au bout d'un moment, bon, ça va bien. Sauf s'il y a des rebondissements, par exemple comme dans l'affaire DSK, là, c'était évidemment, ça peut rebondir. Puis même comme ça, au bout d'un moment, on en a marre. Bon, alors là, vous voyez que parallèlement, presque un jour après, se développe la recherche HAARP. Et c'est quoi HAARP ? C'est en fait un programme de recherche de l'armée américaine avec l'Université de l'Alaska. En fait, si j'ai bien compris, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent l'affaire, c'est une recherche sur la ionosphère et peut-être sur la façon d'améliorer la communication, etc. Bref. Certainement pas ce que croient les conspirationnistes. Parce que les conspirationnistes sont persuadés que HAARP, c'est une arme qui est capable de créer des tremblements de terre. Une arme américaine, bien entendu, puisque les États-Unis, la CIA en particulier, et souvent avec le Mossad, sont deux figures très présentes de l'imaginaire conspirationniste mondial. Alors peut-être ça sera les Chinois bientôt, mais pour l'instant c'est encore la CIA. Chacun son tour. Et là, vous voyez, il y a désormais, alors le projet HAARP est abandonné, donc peut-être que ça va s'arrêter, mais à chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, on voyait 1 ou 2 jours après
une demande assez forte, et qui d'ailleurs allait plus loin que l'intérêt pour Haïti, et puis après ça s'estompe aussi, une demande assez forte pour ARP. Alors ARP, c'est un marqueur linguistique intéressant, parce que personne ne taperait ARP par hasard, ou en tout cas très peu, et donc on peut bien voir qu'il y a probablement un lien entre le tremblement de terre et la demande. Vous voyez que ça commence à partir de janvier, et puis ça se termine à peu près en février, cette demande, et comme ça se reproduit pour un certain nombre de tremblements de terre, on peut bien inférer, en effet, que cette recherche est bien une recherche de théorie du complot à propos de ce tremblement de terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre un jour à peine pour voir apparaître, et même quelquefois dans la même journée maintenant, avec un événement, des théories conspirationnistes. C'était le cas par exemple pour les attentats de Boston. Le jour des attentats de Boston, il y avait déjà 4 théories conspirationnistes. Alors, la différence, c'est qu'auparavant, il aurait fallu des semaines et des mois, non pas pour inventer ces hypothèses, mais pour qu'elles se diffusent dans l'espace social. Et qu'est-ce qui se serait passé ? Regardez pour Haïti, ça n'aurait plus intéressé personne. Et comme ça n'aurait plus intéressé personne, eh bien ces produits auraient disparu d'eux-mêmes. C'est ce qui faisait que, en quelque sorte, la masse disponible de théories du complot, elle était beaucoup plus faible. Ou alors, elle ne prenait prétexte que d'événements historiques colossaux, comme la Deuxième Guerre mondiale, l'assassinat de Kennedy, est-ce qu'on a marché sur la Lune, ou des choses comme ça. Mais un attentat comme les attentats de Boston, l'attentat de Boston qui est presque déjà un peu oublié, eh bien cet attentat n'aurait pas suscité de mythe du complot. Donc on voit aujourd'hui que cette disponibilité de l'information, cette rapidité de diffusion de l'information, constitue Internet comme une sorte d'incubateur de mythologie contemporaine. Alors, l'autre élément qui me semble intéressant, je vous disais que par le bouche-oreille, on ne pouvait pas retenir beaucoup d'arguments, eh bien Internet, là aussi, permet par la technique du copier-coller de venir au secours d'un certain nombre de théories et de leur donner des appareils argumentatifs extrêmement performants. J'ai parlé des conspirationnistes du 11 septembre tout à l'heure. Une de mes étudiantes a fait une étude rien que sur leurs arguments. Elle en a dénombré plus de 100. Certains relevant de la physique des matériaux, d'autres relevant de la variation des cours de bourse avant le 11 septembre, etc. etc. Alors qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une intimidation argumentative terrible. Parce que sauf si vous voulez y consacrer 24 heures sur 24 de votre vie, vous ne pourrez jamais démentir chacun des arguments qui vous sont avancés. Cela recouvre des compétences qui sont trop diverses. Évidemment, chacun de ces arguments sont faux, ils sont faibles, mais alignés les uns après les autres, ils créent en quelque sorte un millefeuille argumentatif qui est globalement convaincant. Avec cet argument que les conspirationnistes disent toujours, oui, peut-être que ça ou ça c'est faux, mais tout ne peut pas être faux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça crée donc, non pas des croyances massives de la part de nos contemporains, mais un sentiment d'incommodité, l'impression qu'on ne leur dit pas la vérité, que tout ne doit pas être faux dans ces croyances dont on dit qu'elles sont loufoques. Et ça, c'est vrai pour les théories conspirationnistes, c'est vrai aussi pour les théories précautionnistes. La théorie précautionniste, c'est ce que j'ai fait un livre avec mon collègue Étienne Jean qui s'appelle « L'inquiétant principe de précaution ». Eh bien, ces théories précautionnistes, c'est celles qui appliquent idéologiquement le principe de précaution. Et à propos de tout et n'importe quoi, il y a des alertes sanitaires qui sont données presque toutes les semaines aujourd'hui ou tous les mois. Donc il y a un embouteillage des peurs et évidemment ça crée une société d'hypocondriaques permanents qui, face à leurs assiettes, ont tendance à se dire bon courage plutôt que bon appétit, ou bonne chance même. Et voilà. Alors évidemment, dans tout cela, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vrais. La pollution est dangereuse, etc., etc. Mais l'ensemble fait qu'on a l'impression de vivre dans un monde perpétuellement empoisonné et qu'on nous le cache en plus. Et donc c'est un sentiment qui vient alimenter cette défiance contemporaine que beaucoup de commentateurs ont remarqué. Prendre un exemple qui vous sera peut-être plus familier, puisque relevant un peu plus de l'astronomie. Rappelez-vous, la première apocalypse mondialisée, c'était en 2012. On nous avait dit en décembre, on nous avait dit, peu de gens y croyaient vraiment, mais en tout cas quand même, il y a des vidéos qui défendaient la thèse selon laquelle en décembre 2012, il allait se passer beaucoup de choses. Et bien, cette vidéo, elle a quand même été vue plus de 60 millions de fois dans le monde, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Les gens qui regardaient n'y croyaient pas forcément inconditionnellement, on peut le regarder comme moi je l'ai fait par curiosité, etc. Mais n'empêche qu'un certain nombre de croyances de par le monde se sont diffusées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles correspondent exactement à cette structure en millefeuille que je mentionnais. Il y avait toute une série d'arguments, plus loufoques les uns que les autres, certains un peu moins quand même que d'autres. Le premier, c'est évidemment le calendrier Maya qui était censé s'interrompre à telle date, etc., décembre 2012. Et alors, on disait que certains algorithmes
algorithmes sur Internet avaient aussi prévu, on se demande comment, la fin des temps pour décembre 2012. Puis alors il y avait plein d'hypothèses, qu'est-ce qui allait se passer en fait? Pourquoi? Parce que c'est bien beau de prévoir la fin des temps, mais alors une des hypothèses, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la planète Nibiru. Alors, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, qui était censée surgir comme ça, une planète invisible que les Sumériens auraient connue. On appelle aussi la planète X. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, elle aurait été censée surgir. Et alors, je crois que la Terre n'aurait pas beaucoup de chance si ça se passait vraiment comme ça. Je crois que la planète Nibiru, ça ne se passerait pas bien pour elle non plus. Hein. Mais enfin bon, voilà. C'était cette histoire-là, par exemple. Vous savez, ça a donné... probablement, c'était la toile de fond d'un film qui s'appelait Mélancolia, que vous avez peut-être vu, qui était d'ailleurs un film intéressant d'une certaine façon, surtout la deuxième partie, mais enfin qui était très nettement inspiré de cette histoire. Une autre histoire dont vous avez peut-être entendu parler, qui devait survenir justement en 2012, c'est l'inversion des pôles magnétiques. Hein. Alors, je ne sais pas en quoi ça aurait dû constituer vraiment l'apocalypse. Je crois que ça s'est déjà produit, mais c'est sur des temps très très longs. Enfin voilà, donc on nous racontait que les pôles allaient s'inverser, que ça allait créer des choses extrêmement terribles. Et évidemment, vous voyez, chacun de ces arguments, inversion des pôles magnétiques, surgissement d'une planète dont on nous disait qu'elle avait été repérée en fait, que c'était bien sûr, etc. Alors, peu de gens ont cru à cela, mais mettez-vous à la place d'un citoyen qui est disposé à croire à cela, il n'a pas les moyens techniques de faire ce qu'on appelle le debunking, c'est-à-dire de démystifier chacun des éléments. Et alors quand même, on a vu là monter au créneau un certain nombre d'astronomes, hein, ou en tout cas de vulgarisateurs de l'astronomie, qui sont venus en expliquant que tout de même tout ça n'était pas sérieux. J'ai participé d'ailleurs à l'époque à un certain nombre d'émissions avec certains d'entre eux, donc je me souviens parfaitement. Mais là aussi, par exemple pour les astrologues, il faut bien reconnaître, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre d'astrophysiciens et d'astronomes dans la salle, il faut bien reconnaître que vous n'avez aucun intérêt à consacrer du temps à expliquer que tout ça, ce sont des bêtises. D'abord parce que vous faites un métier qui, je pense, est passionnant. Et puis par ailleurs, peut-être que vous seriez un peu discrédité d'un point de vue académique, du point de vue de l'institution, si vous passiez du temps à faire cela, n'est-ce pas? Tout cela se comprend. C'est ni intéressant intellectuellement, ni satisfaisant d'un point de vue académique et institutionnel. Vous pourriez même être éventuellement sanctionné symboliquement. Eh bien, le problème, c'est que du coup, ça laisse quand même des espaces publics très importants pour un certain nombre d'individus un peu loufoques. Alors bon, quand c'est les frères Bogdanov, c'est pas très grave peut-être, dans le fond, j'en sais rien. Bon, mais c'est beaucoup plus préoccupant, n'est-ce pas, quand ce sont des individus qui veulent vous persuader que les ondes au niveau des missions où elles sont, par exemple par les antennes relais, sont cancérigènes, ou que les vaccins, par exemple, ont des effets secondaires qui justifieraient qu'on arrête de se vacciner, ou etc. Voilà. Parce que là, il y a évidemment des impacts sanitaires qui sont extrêmement graves, hein, parce que vous savez que la défiance par rapport aux vaccins en France était de l'ordre de 8% au début des années 2000. En 2010, elle atteint presque 40%. Donc là, on est en train de parler d'affaires sérieuses. Parce que cette défiance, elle peut évidemment sans doute être reliée à une abstention. Je ne dis pas que tous ceux qui se méfient des vaccins ne vaccinent pas leurs enfants, mais on peut imaginer que certains d'entre eux le font. Et évidemment, cela occasionnera mécaniquement, hélas, des morts dans les générations futures qui auront été les victimes, inconscientes sans doute, des croyances inconséquentes de leurs parents. Alors certaines fois, c'est loufoque. Quelques autres fois, il y a des vraies conséquences qui mériteraient, je pense, que les hommes de raison prennent leurs responsabilités dans cet espace public. Parce que ce n'est pas avec des lois liberticides, il ne s'agit pas d'enserrer Internet, etc. Moi, ce n'est pas ma sensibilité personnellement, mais quoi qu'il en soit, je ne suis même pas sûr que ce soit techniquement possible et souhaitable. Ce n'est pas là la question. La question, c'est vraiment ce rapport de force, la rapidité de la diffusion de l'information, etc. Bon. Cette rapidité de diffusion de l'information, elle a un autre impact. Eh bien, c'est la concurrence accrue en fait, entre les sources d'information. Et cette concurrence accrue, cette concurrence effrénée, qui est plutôt positive dans un premier temps en démocratie. Je veux dire, personne ne souhaiterait qu'il y ait un monopole de diffusion de l'information. Ça a existé dans l'histoire. Personne n'a envie de vivre avec un seul journal, la Pravda ou que sais-je. Enfin, peut-être que si, peut-être qu'il y en a, mais bon, moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Je pense que c'est évidemment un élément constitutif du code génétique démocratique, cette pluralité des sources d'émission de l'information. Et cette pluralité, elle est évidemment favorable à un moment donné à la fiabilité de cette information.
Parce que les médias, en concurrence, se surveillent en quelque sorte les uns les autres. S'il y en a un qui sert trop le pouvoir politique, bien un autre va prendre l'espace de la contestation politique. Et voilà. Et tout cela va créer un équilibre qui fait qu'on va être relativement bien informé dans un pays. Bon. Mais à un certain moment, la pression concurrentielle, disons tout se passe comme si la pression concurrentielle faisait baisser la fiabilité de l'information. Selon un schéma qu'on pourrait représenter comme ça, le niveau de concurrence est favorable à un moment à la fiabilité de l'information et au bout d'un certain moment, il devient défavorable à la fiabilité de l'information, en particulier parce que le temps de vérification de l'information décroît mécaniquement avec cette concurrence et c'est particulièrement vrai pour les sujets techniques qui peuvent nous préoccuper. Parce que précisément, le temps de la science n'est pas celui des médias. Il faut du temps à la science, par exemple, pour défaire une alerte. Mais pour un média, il faut seulement un quart d'heure pour le mettre au premier, disons, sur l'avant de la scène publique. Bon. Donc tout ce qui est en train de s'organiser, ce que je vous décris en ce moment, c'est un moment en fait quand même historique, je pense que c'est un moment important de nos sociétés démocratiques, et pas seulement, Internet, c'est pas seulement dans les sociétés démocratiques, mais vous voyez bien qu'Internet pose beaucoup de problèmes aux dictatures, aux sociétés totalitaires, mais elle pose aussi beaucoup de problèmes aux démocraties. Et donc ce qui est en train de s'organiser, pour le moment, peut-être qu'il va y avoir un effet de balancier, c'est ce que j'appellerais une forme de démagogisme cognitif. C'est-à-dire une indexation de l'offre de l'information sur la demande supposée. Je vais clarifier ce que je viens de dire. J'évoque aussi, y compris les médias officiels. C'est-à-dire que les médias officiels ont beaucoup plus qu'auparavant la tendance à s'indexer sur la demande supposée d'information. Je vais vous donner un exemple typique, qui est celui de la pipolisation, par exemple, de la vie politique. Il n'y a pas si longtemps en France, on s'interdisait de parler de la vie privée des politiques. Il n'y a pas longtemps. Prenez Mitterrand, par exemple, il a quand même eu une fille cachée. Et ce secret a duré des années et des années. Est-ce que les journalistes n'étaient pas au courant? Est-ce que c'est pour ça? Pas du tout. Ils savaient tous, ou presque tous, que Mitterrand avait une fille cachée. Mais il y avait un code déontologique implicite entre eux. On ne parle pas de ça. Peut-être qu'ils craignaient aussi Mitterrand, mais enfin, peu importe. Pourtant, ils étaient déjà en état de concurrence, n'est-ce pas? Seulement, quand un acteur dans un état de concurrence ne joue pas le jeu de la norme implicite, du code de déontologie implicite, ou qu'un tweet, par exemple, vous contraint à parler d'un sujet, eh bien, on voit l'envahissement de ce démagogisme cognitif, c'est-à-dire l'indexation de l'offre d'information sur la demande supposée. Et c'est ainsi que notre président met un casque sur un scooter et se retrouve chez un acteur de l'information qui ne respecte pas vraiment les codes de déontologie, le journal Closer, qui l'affiche. Ça aurait pu venir d'un tweet, ça aurait pu venir d'un de ces appareils photo que nous avons tous et qui aurait emprisonné cette réalité. Alors ça, c'est une histoire très intéressante parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est les journalistes qui sont fautifs. Vraiment? Closer en parle. Les autres n'auraient pu ne pas en parler. Est-ce que cette histoire nous intéresse? Je dis oui. Et je le dis tout simplement en utilisant Google Tendance, encore une fois. Utilisez Google Tendance et vous verrez que le jour même de la publication de l'article de Closer, il y a une pointe extraordinaire de demande pour le terme Julie Gaillet. Voilà. Ça, ce n'est pas les journalistes, c'est nous. Nous avons une appétence pour cela. Ce n'est pas honteux. C'est humain. La question est de savoir si le marché de l'information doit s'organiser pour flatter toutes les pentes les moins honorables de notre esprit. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et parmi les pentes les moins honorables de notre esprit, il y a un certain nombre de dispositions mentales qui relèvent en quelque sorte d'illusions. Vous savez tous ce que c'est qu'une illusion. Il y a des illusions d'optique, par exemple. Prenez celle-ci. Les deux segments roses sont de la même longueur. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Vous le savez que c'est vrai parce que vous avez compris le système, c'est simplement que cette information, le segment rose, enfin les deux segments roses, c'est une information, eh bien cette information, elle est mise en scène. Et cette mise en scène va tromper votre raisonnement, en quelque sorte. Donc vous ne pouvez pas ne pas voir ce que vos yeux vous commandent de voir, mais vous savez que c'est faux. Donc là, ça va. Tout simplement parce que ces deux informations sont mises dans une perspective, dans une forme de ligne de fuite et que notre cerveau, dans ce genre de conditions, est habitué à penser, à savoir même que la deuxième barre est plus longue que la première. Bon.
Mais là, on est dans un... Oui, je pourrais vous le démontrer avec comment dire, un mètre, mais bon, je vous demande de me croire. C'est une illusion d'optique très connue. Mais il existe des illusions qui ne sont pas des illusions d'optique. Elles sont beaucoup plus perverses pour la question qui nous intéresse, qui sont ce qu'on appelle des illusions cognitives, des biais cognitifs. C'est-à-dire des suggestions intuitives de notre esprit qui vont nous conduire vers des erreurs sévères et qui sont relativement partagées et, c'est là le drame, assez faiblement impactées par le niveau d'étude. Je vais vous en donner un exemple le plus simple que je connaisse. Voilà un petit problème, je vais vous faire travailler un petit peu, ça ne vous dérange pas, mais juste 5 secondes. Une balle de baseball et une batte de baseball coûtent ensemble 110 €. D'accord ? La batte coûte 100 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander votre réponse, mais vous reconnaîtrez en tout cas avec moi qu'il y a une suggestion intuitive qui vous a dit, mais vous l'avez évidemment révoqué puisque vous savez que c'est un piège, qui vous a dit 10 €. Sans doute, en tout cas, que statistiquement, vous avez entendu cette... Évidemment, nous sommes dans des conditions où vous savez que je vais chercher à vous tromper, donc vous avez toutes les raisons de vous méfier de cette intuition. Mais n'empêche que sans doute cette intuition, elle est venue, et d'ailleurs vous vous êtes peut-être dit, bon, c'est pas 10 €. C'est peut-être ça que vous vous êtes dit. Le fait de vous être dit, c'est pas 10 € prouve que cette intuition, elle existe. Ça ne peut pas être 10 € effectivement, parce que si c'est 10 €, ça veut dire que la batte coûte 110 €. 110 € plus 10 €, ça fait 120 €, le compte n'y est pas. La bonne réponse, c'est 5 €. 5 € et la batte coûte donc 105 €. 105 plus 5 égale 110. Vous voyez que c'est un problème d'addition du niveau cours élémentaire. Et je sais qu'ici, j'ai face à moi des gens qui ont un niveau d'études et très probablement de mathématiques qui leur permet très largement de résoudre ce genre de problème. Donc ce n'est pas vraiment une question, vous voyez, c'est pas une question d'intelligence ou de niveau d'études, etc. Ça joue un petit peu pour vous dire la vérité, mais peut-être que ça sera dans notre conversation, on en reparlera. Mais ça impacte assez faiblement. Mais évidemment, là, dans ce cas de figure, vous savez qu'on cherche à vous tromper, mais imaginez ce qui se passe sur un marché de l'information où l'information va extrêmement vite, où vous n'avez pas de raison de vous méfier, ou même au contraire, la plupart des gens pensent comme vous et convergent vers des formes d'erreur. Ces biais cognitifs, par exemple, nous font multiplier intuitivement par 10 ou 15 les très faibles probabilités. Que croyez-vous qu'il se passe quand, par exemple, une innovation technologique est mise sur le marché public pour une conversation et l'on vous dit que les risques sont très faibles, mais les coûts exorbitants. Ces risques très faibles, comment nous les évaluons intuitivement ? Si nous sommes en plus en cela, évidemment, excités par une ambiance idéologique qui va vous faire voir suspecte toute proposition technologique ou toute proposition en particulier si elle vient de l'industrie, etc. etc. Alors, pour finir donc sur ce point, ce que le marché organise de cette façon, c'est donc le démagogisme cognitif. Ce n'est pas seulement un démagogisme moral, mais c'est aussi une forme de démagogisme moral sur certains sujets. Mais c'est aussi un démagogisme cognitif, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'illusions cognitives qui vont se diffuser beaucoup plus vite qu'avant, précisément parce qu'il y a un affaiblissement fort des gatekeepers. Prenez une croyance, par exemple. Alors j'ai pris une dernière croyance relevant un peu de l'astronomie pour vous montrer justement la question des biais cognitifs. Les croyances de l'influence de la Lune sur notre comportement. Là, vous voyez un loup-garou, c'est une croyance parmi tant d'autres. Mais vous savez que certains sont persuadés que la Lune dite rousse, c'est pas la lune rousse, vous le savez, c'est pas les lunes qui sont un peu rouges à l'horizon, c'est pas ça. C'est une lune qui survient, je crois, au moment d'ailleurs du printemps, et qui aurait le pouvoir, par son rayonnement, de brûler, de roussir en quelque sorte les champs, au moment où ils sont particulièrement fragiles. Bien, cette croyance-là, elle s'adosse à toute une tradition, à une culture, etc., mais elle s'adosse aussi à un biais cognitif, le plus célèbre sans doute de tous, puisqu'il s'agit de la confusion entre corrélation et causalité. Parce qu'en effet, les paysans notamment ont bien remarqué que quand cette lune apparaît dans le ciel, souvent les champs sont endommagés. Mais ce n'est pas à cause du rayonnement lunaire, bien entendu. C'est tout simplement parce que quand vous voyez la lune, il n'y a généralement pas de couverture nuageuse, parce que s'il y a une couverture nuageuse, vous ne voyez pas la lune. Or, la couverture nuageuse, si j'ai bien compris, sert en quelque sorte de couvercle thermique.
Elle permet de gagner les 1 ou 2 degrés qui permettent de sauver, dans des cas disons, de gelée printanière, un certain nombre de récoltes. Donc vous voyez, une croyance parmi tant d'autres qui s'adosse à une illusion mentale qui est la plus connue, donc c'est la plus facile à faire reculer, qui est l'illusion de confusion entre corrélation et causalité. Mais évidemment, ça n'a rien à voir, j'espère que vous ne me démentirez pas, avec les rayonnements lunaires. Eh bien, ces illusions cognitives que je viens d'évoquer, en fait, il y en a des centaines qui sont identifiées. L'identification de ces biais a donné lieu en 2002 à un prix Nobel en économie remis par Daniel Kahneman. Il a fait un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Système 1, Système 2, que je vous conseille de lire. Et il y a un grand intérêt à réfléchir aujourd'hui que ce marché de l'information est totalement dérégulé sur ces invariants que constituent ces illusions cognitives parce qu'elles pourraient bien constituer l'agenda d'un certain nombre de croyances à venir. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Gérald Bronner pour cette présentation très très précise et remarquable. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, faire juste un commentaire à propos des astrologues. Pas des astrologues, mais des astronomes face à l'astrologie. Il se trouve que je suis astronome. Il y en a quelques-uns dans la salle, mais c'est une conférence grand public, donc la plupart des personnes ici ne sont pas du métier. Et c'est vrai que nous sommes assez peu à se poser cette question, enfin y consacrer du temps. Et pourtant, c'est quand même une nécessité, parce qu'on est souvent rattrapé par le problème, soit dans des discussions, soit dans des réunions publiques. Donc j'ai moi-même écrit un que sais-je qui s'intitule L'astrologie, avec mon collègue Philippe Zarcal, l'observateur de Meudon. Et effectivement, on a beaucoup de difficultés. D'une part, il faut convaincre nos collègues et nos instances que ce travail est utile. Il m'a été presque commandité par un de nos pairs, Évry Chassman, qui était président de l'Union rationaliste pendant une époque. Donc c'est un problème qui est toujours d'actualité et qui d'ailleurs ne permet pas de savoir si l'astrologie a vraiment moins droit de citer qu'autrefois parmi la population. On sait à peu près bien qui figure parmi les croyants en astrologie. Il y a eu plusieurs études sociologiques qui ont été faites à ce sujet, notamment par Adorno. Enfin, vous avez peut-être été un petit peu au courant. Mais voilà. Et en ce qui concerne l'argumentaire, le millefeuille argumentaire, c'est vraiment quelque chose à laquelle on est heurté sans arrêt. C'est-à-dire que nous, on a tendance à vouloir expliquer les choses d'une manière précise. Ça prend du temps. Alors que devant nous, on a des astrologues professionnels, qui ont toute une série d'arguments aussi foireux les uns que les autres, et qui les balancent comme ça sur l'antenne, à la radio ou à la télévision, très rapidement, en suscitant d'ailleurs des rires de leur côté, alors que les astronomes, les professionnels de l'autre côté, eh bien, ont beaucoup de mal avec leur sérieux à expliquer, démonter les arguments. Donc quand on est du côté des non-croyants, effectivement, on n'est pas armé pour discuter, sauf peut-être dans les articles, mais en public, c'est extrêmement difficile. Voilà. C'est vrai, je me souviens d'un débat qui a eu lieu, je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, entre Yves Gallifrey, un collègue de Paris 5, psychologue, et le mage Désuard, vous voyez. Et on pourrait croire qu'avec un casting comme ça, le mage Désuard ne tiendrait pas très longtemps. Eh bien, pas du tout. En fait, le mage Désuard lui a dit mais savez-vous qu'il y a un roman qui s'intitule Futility, qui a été écrit par Robertson et qui date de 1800 et quelques, qui narre un bateau qui s'appelle le Titan, etc., etc., etc. Il déroule ça. Et Gallifrey n'était pas du tout préparé à ça. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Alors il a un effet, il crée un effet d'intimidation terrible. Alors évidemment, il faut des semaines et des semaines ensuite pour défaire, pour voir que toute cette histoire, le roman existe bien entendu, mais il n'est pas du tout prophétique en réalité. Mais c'est extrêmement long à défaire ce genre de choses. Et effectivement, c'est y aller, ne pas y aller. Il faut être extrêmement préparé. J'ai quand même un contre-exemple qui va plutôt dans l'autre sens. C'était une émission de Chavannes qui s'appelait Ciel Montmardi,
où j'avais été invité avec d'autres astronomes, et d'autre côté, il y avait d'un côté les non-croyants en l'astrologie, de l'autre côté des astrologues, et il y avait Elisabeth Tessier, et on avait réussi à ridiculiser Elisabeth Tessier à propos du vaccin contre le sida, on avait fait on était retourné sur les prédictions de l'année précédente, où elle dit, parmi ses prévisions, il y avait l'idée que le vaccin contre le sida allait être découvert, alors que ce n'était pas le cas. Et elle essayait quand même d'expliquer que la trithérapie... Enfin bon. Et là, on était vraiment tous ensemble. On lui avait expliqué que ce n'était pas possible de se moquer des gens, en particulier des milliers de téléspectateurs qui pouvaient être séropositifs, confondre trithérapie et vaccin, etc. Mais la plupart du temps, si on ne se prépare pas, c'est extrêmement, effectivement, difficile et défavorable pour les tenants de l'astronomie officielle. Et en particulier parce que ça c'est un autre élément, un autre biais cognitif, parce que les astrologues ou tous les voyants, quels qu'ils soient, jouent beaucoup sur des questions de coïncidence. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, par exemple Elisabeth Tessier, prenons-la, elle va vous dire j'ai prédit l'accident de Tchernobyl. Voilà, vous savez qu'elle a prétendu cela, vous saviez mieux que moi. Et évidemment, elle va tirer de centaines de prédictions qu'elle a fait qui vont s'avérer fausses. La seule, en plus, elle exagère évidemment la précision de sa prédiction, elle parlait de gaz mortel, etc. Donc rien qui soit vraiment... Mais ça crée chez celui qui... Mettez-vous à la place de celui qui écoute et qui est indécis, il se dit, attendez, quelle est la probabilité de chance? Intuitivement, il ne va peut-être pas formuler les choses comme ça, mais il va dire quelle est la chance que Madame Tessier, par hasard, prédise un accident comme Tchernobyl. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour attribuer ça au hasard. La probabilité elle est beaucoup plus... Mais il ne voit pas la taille de l'échantillon de la prédiction. C'est la négligence de la taille de l'échantillon. Elle va sortir une prédiction de la masse de ces prédictions. Elle va donner une impression de coïncidence. Voltaire avait tout dit quand il disait que les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. Oui. Évidemment. Bon, je vais passer la parole. J'ai 2 ou 3 questions à vous reposer ensuite. Mais d'abord, parole au public et à ceux qu'on atteint le moins facilement, c'est-à-dire le fond de la salle. Bonjour. En fait, ma question rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, récemment aux États-Unis, il y a eu un débat qui a été télévisé entre Ken Ham, qui est donc le leader des créationnistes aux États-Unis, et Bill Nye, qui est donc un scientifique très connu. Beaucoup de gens ont accusé en fait ce débat et ont dit que c'était une très mauvaise idée. Parce que effectivement, ça légitimise les arguments des créationnistes, donc qui pensent que la Terre, qui croient à la Bible, etc. En même temps, ce que vous disiez effectivement est vrai que sur Internet, c'est très difficile puisque la plupart des choses sont favorables en fait à ces croyances. Donc, que faire en fait pour atténuer ça? Et c'est vrai que quand on voit en ce moment, par exemple à New York en ce moment, il y a une épidémie des measles qui est due justement au fait, aux gens qui n'ont pas vacciné leurs enfants en fait, et qui donc compromettent l'immunité des gens qui ne peuvent pas être vaccinés. Alors, comme on a effectivement de plus en plus de cas comme ça, de théories du complot qui sont effectivement très dangereuses en fait, quelle est la marche à suivre en fait pour justement éviter de tomber dans des dangers réels pour tout le monde? Oui, la question d'accepter ou pas le débat, elle est redoutable. En France, par exemple, nous sommes un pays moins libéral cognitivement qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on interdit, il y a des sujets qui sont interdits d'évoquer. Par exemple, le négationnisme. Vous n'avez pas le droit de parler de ça. Si vous défendez cette thèse, vous êtes susceptible d'avoir des problèmes avec la loi. Donc voilà, il y a donc des sujets qu'on interdit. Et je pense à juste titre, parce que malheureusement, ça c'est une question qui me préoccupe beaucoup, comment le vrai peut-il l'emporter sur le vraisemblable? C'est une bataille, parce que toutes les croyances que j'ai évoquées, elles fonctionnent parce qu'elles sont vraisemblables. Encore une fois, elles sont soutenues par beaucoup d'arguments, même si ces arguments sont certains vérolés, d'autres... Voilà. Et donc le problème, c'est que si vous acceptez en effet de débattre de cette façon, vous prenez le risque de diffuser une information qui ne l'était pas. Mais d'un autre côté, avec Internet, ça change toute la donne, parce qu'on voit bien l'affaire Dieudonné, par exemple, montre qu'il est extrêmement difficile de mettre aujourd'hui quelqu'un en quarantaine. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais pas très bien, mais parce qu'on m'interroge beaucoup sur cette question de quelles sont les solutions.
Bon, je veux dire, j'étais plus fort pour faire le diagnostic que pour trouver le remède. C'est plus facile, en tout cas, je ne sais pas si j'étais plus fort, mais c'est plus facile. Il y a un certain nombre de remèdes dans mon livre que je propose, je ne veux pas les détailler tous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions. Mais quand même, je crois, et ça c'est un remède que je n'ai pas mentionné finalement dans le livre, et je le regrette beaucoup, plus je réfléchis, plus je me dis que quand même, tout simplement, c'est une question de militance des gens de raison. Des hommes de bonne volonté et de raison. Je ne voudrais pas paraître trop emphatique et vous tirer une larme, mais je trouve que les hommes et les femmes, les êtres humains de raison, ont abandonné l'espace public trop facilement ou loufoque, ou une partie de cet espace public. Je veux dire, les gens d'extrême droite, par exemple, on le sait parce que certains repentis, entre guillemets, ont expliqué exactement comment ça se passait. Ils s'organisent, et ils ne sont pas beaucoup, ils n'ont pas besoin d'être très nombreux, ils s'organisent pour aller sur les forums. Alors, supposons que vous ayez un fait divers assez préoccupant, pour rappeler le bijoutier de Nice, ou etc. Quelque chose qui est de nature à susciter une indignation. Je la barre de n'importe qui. Par exemple, la loi du talion, je parlais de face obscure, mais très répandue de notre esprit, je pense qu'on la porte tous, la loi du talion. Si quelqu'un a tenté à la vie de quelqu'un qui vous est extrêmement cher, vous penseriez à la vengeance. Ça me semble naturel, ce n'est pas inhumain ça. Seulement voilà, nous avons tous ça, mais nous avons appris, c'est un peu la civilisation, à inhiber en quelque sorte certains réflexes moraux qui sont un peu trop grossiers. Seulement si vous arrivez sur un forum à propos d'un fait divers, une telle vieille dame s'est fait agresser par 2 jeunes, volés, etc., ou pire, bon, comme ça arrive malheureusement, et que le forum est pourri en quelque sorte par des trolls d'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui viennent militer là sur le forum sans se présenter comme tels, mais qui vont faire mention de leur indignation, leur volonté par exemple de réinstaurer la peine de mort, etc. Et vous êtes vous-même choqué, vous êtes dans l'indécision. Mais il est évident que la structuration apparente de cette majorité, qui est une majorité illusoire d'expression, peut faire pencher la balance par certains. Il y en a même qui vont se sentir soulagés, qui vont se dire « je ne suis pas tout seul à penser comme ça ». Vous voyez ? La structuration des avis, le fait qu'il y ait 70 ou 80% de personnes qui appellent à la peine de mort, qui disent « il y en a marre maintenant », etc., il y en a marre des bobos de gauche, etc., il faut en découdre. Vous avez une voix en vous qui vous dit « mais oui, c'est ça la raison ». La plupart du temps, vous l'inhibez. Mais dans ce cas de figure, parce que nous sommes quand même impressionnables par un effet de majorité, un certain nombre d'entre nous peuvent tout à coup basculer et considérer que enfin le bon sens s'exprime. Mais en fait, c'est juste une bande de 10 ou 15 personnes qui ont que ça à faire, quoi. Ou qui, en tout cas qui acceptent de consacrer une partie de leur temps à cela. Et ça fonctionne beaucoup comme ça. Les choses seraient très différentes si chacun d'entre nous, en quelque sorte, on montait au créneau sur ces forums. C'est pas grand-chose, c'est une forme de militance minimum, mais ça ferait du bien, comme dirait Raymond Carver dans une Alors, juste pour compléter, il y a quand même 2 choses que vous avez mis en évidence. Il y a l'attitude personnelle, qui est soit de on n'y va pas parce que nous on croit, on n'y croit pas, donc laissons-les faire. Mais il y a aussi l'attitude des médias, vous avez un petit peu évoqué. Et vous mentionnez dans votre livre toute une partie intéressante qui m'a beaucoup intéressé en ce qui me concerne, que vous intitulez le dilemme du prisonnier. Qui est que si je ne publie pas, que va faire l'autre, donc j'ai intérêt à publier, etc. Vous pouvez un peu développer cette idée ? C'est l'effet de la concurrence, en fait. Je l'ai évoqué sous le thème de la concurrence. Voilà. Je ne vais pas mentionner le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est une situation que peut-être certains d'entre vous connaissent, une situation assez simple, où il y a notamment ceux qui ont fait un peu d'économie ou de théorie des jeux. C'est 2 individus qui sont confrontés à un juge et séparément. Et évidemment, on leur propose un pacte. Si tu parles, tu n'iras pas en prison, c'est l'autre qui ira, etc. Bon. De sorte qu'en fait, la situation est intéressante, c'est que chacun en vient pour servir ses intérêts, en fait, à desservir l'intérêt collectif. Parce que si tous les 2 avouent en même temps, ils iront plus longtemps en prison. Alors que chacun, mais dans l'ignorance de ce que l'autre va faire, chacun avoue. Le dilemme du prisonnier appliqué à la situation de la concurrence informationnelle, c'est ça. C'est-à-dire, je sais bien qu'il vaudrait mieux ne pas parler, par exemple, de François Hollande et de Julie Gaillet. Ce n'est pas ce qui fait l'honneur de mon métier. Beaucoup pensent comme ça. Mais pourtant, puisque probablement les autres vont le faire, et en plus, vous savez que les journaux ne vont pas très bien, donc en plus de la concurrence, ils sont dans une situation assez dramatique d'un point de vue économique, la tentation est forte. C'est tellement vrai que le soir de la conférence de presse de François Hollande, quand la première question a été posée à propos de la vie privée du président, M. Barluet, qui a posé cette question, et qui est un journaliste tout à fait honorable, il a posé la question à M. François Hollande, et en même temps, il a tweeté « Albert Londres, pardonne-moi ».
Vous voyez, voilà, c'est ça le dilemme du prisonnier. Voilà. Est-ce qu'il y a... il y avait une question ici, je crois, non? Terminé? Ah, voilà. Oui, vous avez dit en début de conférence, que j'ai trouvé très intéressante, qu'il y avait actuellement un accroissement des connaissances, mais en même temps, vous pensiez, enfin, on pensait que la croyance baisserait, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce que cette étude a été faite dans le passé? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut remonter assez loin? Je dirais, par exemple, au Moyen-Âge, vous savez qu'on avait brûlé des sorcières. Bon, c'est peut-être du féminisme à l'envers, enfin, je ne sais pas, mais il y a une époque où la croyance était extrêmement forte. Est-ce qu'en fait, on voit, in fine, qu'elle diminue réellement avec le domaine des connaissances? Et la question, c'est, si c'est vrai, qu'est-ce que ça peut être dans l'avenir? C'est très difficile de mesurer le taux de croyance. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a reculé, si vous voulez, c'est d'ailleurs sous les coups de boutoir des avancées de la connaissance, hein, parce que la connaissance a bien en effet fait reculer un certain nombre de croyances. Ce qui a reculé, c'est les interprétations littérales de la Bible, par exemple. Ce qui a reculé, c'est des grands systèmes de représentation du monde cohérents. Les progrès de la science a obligé, par exemple, l'interprétation littérale de la Bible à reculer. Alors pas partout, je le sais bien, mais généralement, par exemple, si vous prenez la théorie de l'évolution, la découverte d'un certain nombre de fossiles au XIXe siècle, et du coup la datation de la Terre, qui ne correspondait pas du tout à celle qui est proposée littéralement dans l'Ancien Testament, eh bien évidemment ça a obligé les croyants à dire « non mais attendez, c'est un texte qu'il faut lire symboliquement ». Et le recours au symbolisme, c'est tout simplement l'expression d'une défaite de la littéralité et on bat en retraite vers le symbolisme parce que ça, c'est la plasticité de la croyance. Pour ne pas mourir, la croyance va être plastique. Bon, alors, je pense qu'aujourd'hui, même les croyants, si on leur demande comment est né l'univers, ils vont avoir un peu basiquement, et ça va me permettre de répondre à la deuxième partie de votre question, je ne sais pas, surtout récemment en plus, la théorie du Big Bang, quoi, quelque chose comme ça. Bon, mais alors pourquoi ça me permet de répondre à cette question? C'est que les progrès de la connaissance créent mécaniquement une division intellectuelle de cette connaissance. Il y a des astronomes ici présents dans la salle, mais je pense que personne ne maîtrise l'intégralité de la connaissance astronomique aujourd'hui. Aucun physicien ne connaît l'intégralité de la connaissance physique. Il y a des spécialisations. Il était possible, il y a quelques centaines d'années, de connaître le tout des sciences. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc la division intellectuelle de cette connaissance, elle provoque, un peu paradoxalement, une augmentation de la croyance par délégation. C'est-à-dire, je suis obligé de croire par délégation. C'est-à-dire que la masse de ce que je sais par rapport à ce que l'on sait, elle va diminuant à mesure que ce que l'on sait augmente. C'est mécanique. Et ça, c'est aussi dramatique parce que ça veut dire que dans une société démocratique équilibrée, la croyance par délégation augmente, c'est-à-dire la confiance augmente. Or, précisément, tous les indices nous montrent que c'est plutôt la méfiance et la défiance qui augmentent. Parce que je vous dis, la théorie du Big Bang, par exemple, moi, je vais dire que je ne connais pas la théorie du Big Bang, je crois à la théorie du Big Bang. C'est une forme de connaissance, parce que je n'ai pas les moyens techniques de la comprendre vraiment intégralement. Pour moi, c'est très métaphorique, je vois une explosion, quoi, grosso modo, et quelque chose de cet ordre-là. Mais comme la plupart de mes concitoyens, je ne suis pas astrophysicien, bon, je n'ai pas les moyens techniques. Mais je crois par délégation, parce que je considère, je soupçonne que cette théorie, elle est adossée à un certain nombre de données qui sont convergentes, et encore plus récemment, si j'ai bien compris. Et voilà. Donc voilà, c'est tout le paradoxe du progrès de la connaissance. C'est un peu la sphère de Pascal. Vous savez, Pascal disait que la connaissance est une sphère qui progresse et qui est en contact avec ce qui est inconnu. Eh bien, plus la sphère de la connaissance progresse, plus la conscience de ce qu'on ne connaît pas progresse aussi. Donc, vous voyez que ce n'est pas la métaphore des vases communicants qui peut vraiment décrire le rapport entre connaissance et croyance. Oui, c'est la réintroduction d'un principe d'autorité que la science avait voulu évacuer, justement. Absolument, c'était une des trois grandes façons de démontrer pendant la scolastique le principe d'autorité, mais généralement on se référait à Aristote. Donc, voilà. Merci pour cette conférence. La science, pour moi, c'est l'explication des faits. La croyance ou métaphysique, c'est un don que l'on reçoit et qui n'est pas forcément explicable. On peut rechercher le plus loin possible, arriver à finir ce don, mais je ne pense pas
qui fasse partie de la science. D'autre part, Internet et tout ce qui est science de l'homme actuel me fait peur parce que tout est basé sur la statistique. Et maintenant, en politique, les gens qui nous gouvernent sont incapables de gouverner par leur cœur. Ils gouvernent uniquement par la statistique. Est-ce vrai ou pas ? Je pense que nous avons quelques points de désaccord. D'abord, on ne va pas discuter de ce que vous entendez, vous, par croyance, qui me paraît relever effectivement de la foi, vous voulez dire, ou quelque chose comme ça. Moi, je parle de façon très basiquement, les croyances sont des objets cognitifs pour moi, et on est tous croyants, donc ce n'est pas un don, c'est presque une fatalité du cerveau tel qu'il est constitué. Le cerveau humain, nous sommes des êtres cognitifs, et nous avons besoin de négocier intellectuellement avec le monde, mais comme nous ne pouvons pas être dans un rapport de connaissance à propos de tous ces objets, nous sommes obligés d'être dans un rapport de croyance. Et il n'y a aucun être humain que je connaisse qui ne soit pas aussi un peu un croyant sur toute une série de sujets. Si par exemple il y a un bruit dans le couloir, et je crois que c'est une agression, ou je crois que c'est les étudiants qui s'amusent, tant que je n'ai pas ouvert la porte, je ne peux être que dans un rapport de croyance, parce que ma rationalité elle est incarcérée dans un espace. Ça, c'est un premier point. J'ai une position très modeste sur la question des croyances, c'est un objet mental. Voilà. Et quelquefois, d'ailleurs, entre la connaissance et la croyance, il y a beaucoup de porosité, c'est pas voilà. Sur le point du politique, et je vais vous dire mon sentiment personnel, mais ça n'engage que moi, je préfère quand même qu'on dirige par les statistiques plutôt qu'avec le cœur. Parce que le cœur ne nous donne pas toujours des directions très raisonnables. La statistique, c'est un outil, disons, là aussi de négociation intellectuelle avec le monde, qui nous permet d'aboutir, pas toujours, mais assez souvent, à des décisions, en tout cas, qui sont informées par autre chose que nos intuitions. Moi, je me méfie, dans certains domaines, et en particulier dans le domaine de l'idéologie politique, des intuitions. On peut conduire des millions de gens à la mort avec le cœur, en quelque sorte, et quand le cœur se met en colère en particulier. Mais vous avez sans doute raison de dire que nos sociétés nous donnent souvent l'impression d'être un peu inhumaines, et à juste titre. Bonsoir, je voudrais rebondir sur 3 points. Tout d'abord, sur une étude en psychologie sociale ou cognitive qui parle de l'effet Barnum, dont vous parliez tout à l'heure de l'astrologie, et justement dans cette étude, dont malheureusement je ne me souviens plus des auteurs, on avait proposé à des élèves 3 textes qui étaient tellement justement généralistes que tout le monde était obligé de s'y identifier. Deuxièmement, pour avoir travaillé indirectement pour cette entreprise, je sais aussi que Google personnalise beaucoup l'expérience et les recherches. Donc une personne qui, par exemple, habite à Bordeaux aura tendance à trouver des résultats autour de sa région. Et pour répondre à Laura, je pense qu'une des meilleures méthodes, ce serait aussi de vérifier les sources, tout simplement. Si c'est vraiment un expert reconnu qui parle, c'est déjà plus rassurant. Je vous remercie. Oui, alors, oui, l'effet Barnum, enfin, c'est effectivement, il y a Henri Brock, notamment, que vous connaissez sans doute, a fait un travail remarquable sur d'introduction en France d'un certain nombre il y a pas mal d'années de ça maintenant, avec la zététique. Donc ça, effectivement, l'effet Barnum, c'est un des effets qui explique le succès, l'impression qu'on nous parle à nous-mêmes, par exemple dans la prédiction astrologique ou dans la description d'un signe, on a l'impression en effet qu'il y a un lien intime qui se noue entre la prédiction ou la description de notre personnalité et par exemple le signe astrologique. C'est une impression évidemment illusoire puisqu'on peut montrer statistiquement que face à certaines descriptions, 70% des personnes ont l'impression que ça les concerne eux. J'avais d'ailleurs fait une petite expérience avec mes étudiants de la Sorbonne il y a quelques années, quand j'y étais, maintenant je suis à Paris 7. On avait pris des prédictions découpées en fait dans tel et 7 jours l'année précédente, ou je ne sais plus, et on les avait collées. On avait demandé à des sujets qui étaient volontaires s'ils acceptaient qu'on leur fasse des prédictions gratuites. On disait qu'il y avait un voyant, voilà. Et on avait pris 2 échantillons. Un échantillon de personnes très croyantes qui se déclaraient croire très fort sur une échelle de 0 à 10 en la voyance. Et un autre échantillon de personnes qui étaient plutôt mitigées, disons. Ils étaient aux alentours entre 3 et 6 de cette croyance. Bon. Évidemment, les prédictions étaient strictement les mêmes pour tous, puisqu'on les avait tout simplement fait photocopier. Ce qui nous intéressait, c'est le sentiment qu'ils avaient que ces prédictions étaient ou pas confirmées par leur réel. Donc on avait fait sur une année, semaine après semaine, et puis on essayait de voir si la variable temporelle changeait. Donc après, on a fait sur un mois complet pour voir. Et dans les 2 cas, très, très significativement, en fait,
ceux qui croyaient le plus fortement avaient l'impression que ces prédictions avaient été réelles. C'est-à-dire qu'ils avaient été chercher dans leur vie des éléments qui confirmaient finalement cette croyance. C'est une sorte d'effet Barnum aussi, en quelque sorte. Oui, il y a une grande plasticité de notre esprit et qui est, pour revenir au sujet de ma conférence, très amplifiée par le fait qu'il y ait une grande disponibilité de cette information et qui vous permet précisément d'aller chercher toutes sortes d'informations pour narrer l'histoire que vous avez envie d'entendre. Google, c'est vrai, nous informe en partie dans 33 critères qu'on appelle les bubble filters, c'est ça dont vous voulez parler, les bulles de filtrage. Simplement, alors moi ça m'arrangerait que ces bulles de filtrage augmentent le biais de confirmation, mais expérimentation à l'appui, il semblerait que ça ne nous enferme pas tant que ça. Et d'ailleurs Google, puisque vous y avez travaillé, et si j'ai bien compris, est très attentif à introduire des critères de dispersion dans son algorithme. Ça ne l'arrange pas du tout que les gens s'enferment dans les mêmes... Bon, par contre, ça peut être pratique si vous cherchez une pizza, effectivement, qu'on ne vous donne pas une adresse au Pakistan, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Mais, et c'est pourtant là qu'elles sont faites. Et elles peuvent être faites là par ailleurs. Mais donc, pour des raisons de recherche géographique, tout ça, ça peut être intéressant. Mais par exemple, sur des thèmes politiques, on a montré aux États-Unis avec des républicains et des démocrates, on a pris leurs ordinateurs et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence, même sur des thèmes comme la peine de mort, etc. Donc on n'est pas si enfermé que ça par Google, ce qui est plutôt rassurant. Je vais clore cette conférence, mais j'ai juste une petite question qui me restait de méthodologie. Ouais. Quand vous avez montré les 4 mots-clés, les 4 mots qui permettent d'aller sur Google afin de voir quelles sont les pages qui vont s'ouvrir, vous aviez astrologie, vous aviez plusieurs là. Voilà, c'est ça. Moi, il me semble quand même qu'il y a un biais dans la manière de procéder cette enquête, parce que, bien sûr, si vous entrez astrologie, ça me paraît évident que vous allez tomber d'une manière préférentielle sur des sites favorables à la croyance. Si vous aviez introduit, au lieu de mettre astrologie contre l'astrologie, vous auriez eu des... ou anti-astrologie, vous auriez eu systématiquement 15... Enfin, voilà. Là, de même que quand vous mettez... ah oui, c'est ça le problème. Vous êtes biaisé par la manière dont vous interrogez Google. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que effectivement, si j'avais mis contre astrologie ou pour astrologie, j'aurais introduit un biais. J'ai essayé de minimiser l'introduction de ce biais en prenant des mots-clés les plus neutres possibles. Mais c'est pas neutre, astrologie. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que vous pressentez que ce n'est pas neutre, parce que vous pressentez que les croyants vont être beaucoup plus motivés que les non-croyants. Mais après tout, on pourrait vivre dans un monde où il y aurait autant de gens qui seraient prêts à combattre l'astrologie que de gens qui seraient prêts à la défendre, et vous n'auriez pas du tout la structuration que vous avez. Mais là, vous repeignez le monde, là. Mais non. Il me semble évident que si vous introduisez un terme favorable ou défavorable à la croyance, vous, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous mettez onde, danger, vous introduisez une forme de biais qui est intéressant parce que c'est effectivement des mots-clés qu'un individu pourrait rentrer. Mais comment essayer de mieux limiter ces biais qu'en prenant les termes les plus neutres possibles? C'est extraordinaire. Si je mets danse, je vais quand même avoir beaucoup de sites favorables à la danse. Ce serait quand même très pervers que d'ouvrir des sites de gens qui sont systématiquement contre la danse. Je prends cet exemple-là. Ce n'est pas un bon exemple parce que précisément le terme de danse n'implique pas de polémique. Si vous mettez un terme qui n'implique pas de polémique, il est évident que vous allez avoir des sites qui sont ou favorables ou qui sont descriptifs sur le thème. Mais astrologie devrait créer de la polémique puisque c'est une proposition de description du monde dont nous savons qu'elle est fausse, ou en tout cas dont beaucoup de gens disent qu'elle est fausse, mais ils ne prennent pas la parole pour le dire. C'est tout ce que ça montre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je suis même persuadé que pour l'astrologie, si vous mettiez contre astrologie, vous auriez des résultats similaires. Mais ceci dit, je n'approuverai pas cette méthode. D'accord. De toute façon. C'est lié aussi à ce qui est derrière. Par exemple, si vous mettez Apple, vous aurez peu de choses sur les fruits. Apple, on aura peu de choses sur les fruits. Vous aurez plus de choses sur l'appareil qui est devant vous que sur les fruits. Oui, c'est probable, ouais. Je ne sais pas, il faudrait faire l'essai. Alors il faudrait regarder sur le marché anglophone, bien entendu, parce que si vous faites sur le marché francophone, il est normal qu'Apple, vous ayez plus de choses sur l'ordinateur. Sur le marché anglophone, vous aurez, d'ailleurs, oui, ça ne me surprendrait pas qu'on ait plus de choses sur l'ordinateur, mais c'est normal, c'est un terme qui renvoie à plusieurs objets différents, un fruit et un ordinateur. Et aussi, parce que là aussi, il y a la motivation des offreurs. Ça intéresse beaucoup plus les gens qui vont mettre des choses sur Internet, la question d'ordinateur, que la question des pommes. Donc on en revient toujours au même problème en fait. La toute dernière question, histoire de ne pas terminer sur moi, puisque j'organise le truc.
Merci. Juste une question concernant les biais de confirmation. Parce que normalement, bon, quand on a un doute, etc., bon, on va chercher confirmer telle ou telle assertion auprès d'une communauté, disons, savante ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, vous parliez, par exemple, du problème de la croyance de la pleine lune, etc., de la lune rousse. Il y a, par exemple, dans la communauté médicale, la croyance de que pendant la pleine lune, par exemple, il y a plus de naissances dans les hôpitaux. Or, un des problèmes, par exemple, moi je connais bien le milieu médical, c'est qu'auprès des médecins, des infirmières, des obstétres, vous allez dans n'importe quel hôpital ou quelle maternité, ils vont vous dire, oui, c'est vrai, je travaille tous les jours là-bas et je sais que les jours de pleine lune, il y en a plus. Or, on sait statistiquement que c'est faux. C'est faux. Si, donc, dans d'autres domaines, par exemple, donc, si vous cherchez la confirmation, justement, auprès de ceux qui sont censés donc connaître le plus le sujet, vous pouvez avoir un biais de confirmation en cherchant cette confirmation. Alors, oui, je savais que pour les sages-femmes, parce qu'une de mes étudiantes a travaillé spécifiquement là-dessus, je suis un peu étonné pour les médecins, mais je crois, il faudrait regarder. Je n'ai pas du tout fait d'études là-dessus, ça m'étonne quand même, mais c'est un peu inquiétant. Alors, évidemment, si vous cherchez une information auprès des médecins, bah, du coup, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, par contre, pour les médecins, c'est pourquoi est-ce qu'ils croient à ça, parce que c'est faux statistiquement. Bien, pour plein de raisons. Alors, surtout les sages-femmes, on va dire, hein, mais elles sont pareilles, confrontées statistiquement, plus encore que les médecins, hein, parce que généralement, l'obstétricien vient voilà, à la dernière minute. Et bien, tout simplement parce une des raisons, c'est qu'elles vont avoir tendance à mémoriser les événements qui confirment leurs croyances. Donc, c'est une forme de biais de confirmation mémorielle. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand ça ne marche pas, elles élargissent le segment temporel. C'est-à-dire si ce n'est pas le jour même, elles disent non mais de toute façon c'est le jour d'avril ou le jour d'avril. Donc évidemment statistiquement ça n'a plus du tout la même signification. Hein. Donc vous voyez, ouais, c'est encore une expression du biais de confirmation, c'est vrai. Voilà, bien, écoutez, c'est matière à réflexion. Merci Gérald.